Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. J'ai le plaisir de partir à la rencontre de nos voisins, de vous faire découvrir leur parcours et leur activité, de vous permettre de créer des ponts audio avec eux. Je suis ravie de voir que parfois les connexions deviennent réalité, que le podcast prend un impact concret. N'hésitez pas à me faire savoir les amitiés, les idées, les partenariats qui se font en dehors. Cela me fait toujours tellement plaisir. Allez, aujourd'hui, je vous présente le couple que je reçois, un couple de multi-entrepreneurs. Vous verrez comme ce thème les passionne. Il s'agit de Magali Magistral et Forester Simao. Nous allons découvrir leur histoire, leur rencontre, leur arrivée à Zurich, aussi les produits physiques qu'ils proposent, je pense aux bouteilles cider, mais surtout le chemin stimulant de croissance qu'ils ont emprunté en se passionnant pour les thématiques business et développement de soi. Bonjour Magali et Forester. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait plusieurs mois que je vous suis un petit peu sur Instagram. Je vois que vous fusez d'idées, de projets. Je l'ai un petit peu énoncé. J'aimerais d'abord vous poser des questions un peu personnelles, vos origines et vos parcours. Ça permet aussi de mettre en perspective ce que vous faites actuellement. Donc, d'où venez-vous Voilà. Quelle était la première phase de votre vie avant votre rencontre ? Oui, alors bonjour, merci beaucoup Jenny pour l'invitation, ça nous fait très plaisir d'être là. Avec joie. Donc oui, moi c'est Magali et puis je suis originaire de Suisse. J'ai toujours vécu dans la partie romande, donc à Lausanne. J'ai travaillé à Genève et puis au moment où ma vie a changé, on va dire, c'est déjà aussi quand j'ai rencontré Forester, on va parler peut-être aussi de ça. Mais avant ça, donc voilà, j'ai eu un parcours standard, j'ai fait mes études, des études de quoi supérieures et du coup j'ai fait un bachelor en nutrition et diététique. D'accord. Donc j'étais diététicienne. Voilà, j'étais intéressée par la santé, l'enseignement, la santé publique, donc ça rejoignait à peu près tout ça. Et puis j'ai travaillé 4 ans après mes études et assez rapidement je me suis rendu compte en fait que je m'ennuyais beaucoup dans mon travail, je me sentais pas complètement libre, pas hyper créative non plus. Et du coup c'est à ce moment-là aussi qu'on s'est rencontrés avec Forester et que on s'est dit mais pourquoi pas en fait tester autre chose, peut-être voyager ou voilà. L'idée a commencé à germer de peut-être tester autre chose que ce qu'on connaissait. Donc voilà pour l'intro. Ok, c'est rapide, t'as l'habitude de te présenter, c'est bien. Et toi, Forester ? Moi, je vais essayer de faire aussi court que toi et aussi précis que toi. Donc moi, c'est Forester. Je suis d'origine angolaise-congolaise, mais je suis né en Suisse. Je suis né en Suisse à Zug, dans la partie allemande, mais j'ai grandi aussi dans la partie francophone. Et j'ai un parcours un peu plus, je dirais, atypique, parce qu'en fait, à 13 ans, je suis parti de chez mes parents pour rejoindre le centre de formation du Lausanne Sport. Je voulais devenir footballeur, c'était mon rêve. Donc j'ai quitté mes parents à 13 ans pour rejoindre le centre de formation. Malheureusement, vers l'âge de 18 ans, 19 ans, je me suis blessé. J'ai pas pu... Voilà, l'histoire classique du footballeur qui se blesse. Ensuite, j'ai continué mes études. J'ai fait aussi des études de commerce avec aussi un master en banque et finance. Et ensuite, j'ai travaillé donc à Genève où on s'est rencontrés... On travaillait les deux à Genève et j'ai travaillé dans la planification financière, gestionnaire de patrimoine. J'ai fait ça pendant 2-3 ans et je me suis aussi rendu compte que finalement, c'était un métier très intéressant, mais il n'y avait pas la passion que j'avais toujours eue quand je faisais du sport, le foot. Et que oui, donc un métier stable, bien reconnu, qui était bien payé, mais qui finalement n'avait pas la passion que je recherchais, n'avait pas le sens que je recherchais. Et c'est un peu à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. À ce moment, on était les deux dans cette quête de sens, d'impact, vraiment de se dire finalement qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Moi, j'imagine que tu as aussi gardé ce fort mental du sport, voilà, l'esprit d'équipe. Oui, clairement. Même si l'entrepreneuriat m'a fait découvrir d'autres parties de la notion d'état d'esprit et de mental que j'ai développé après coup. Alors, est-ce que vous aviez autour de vous des exemples d'entrepreneurs ? Vous venez d'une famille avec des entrepreneurs, justement ? Pas du tout. Pour tous les deux, pas du tout. Voilà, donc c'est vrai que pour moi particulièrement, je m'étais jamais posé la question. Je m'étais dit, tout le monde dans ma famille est fonctionnaire, voilà, classe moyenne. Donc, ça m'avait vraiment jamais effleuré l'esprit de peut-être faire autre chose. Donc, non, c'est vrai que c'est plutôt venu par nous, le travail qu'on a fait sur nous. Aussi, oui, il faut le dire, les réseaux sociaux, parce qu'on va en parler, mais on a fait ensuite un voyage qui nous a permis de découvrir d'autres choses. Donc non, en tout cas, ça vient pas de la famille, ce côté-là. Non, pas du tout. D'accord. Et de la même manière pour moi. Pas du tout d'exemple, surtout qu'en plus, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui se faisait vraiment en fin de carrière. Après, je sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans dans un domaine précis, on avait acquis l'expérience qu'il fallait.
Et à ce moment-là, on pouvait se lancer parce qu'on avait toute cette légitimité, cette expérience. Et donc, pour moi, c'était envisageable, mais après seulement 15, 20 ans dans un domaine. Je vois. En tout cas, je vous invite maintenant à raconter comment vous êtes rencontrés, puis ce voyage que tu as mentionné. Oui, alors, comment on s'est rencontrés Oui, c'est vrai que... Enfin, on s'est rencontrés en soirée, voilà. Rien de spécial, mais c'est vrai que dès qu'on s'est rencontrés, voilà, il y a eu quelque chose de spécial. On peut dire une sorte de coup de foudre, hein, comme on l'entend dans les films et tout ça. Mais oui, non, c'est vrai que c'était une rencontre assez folle, surtout que tous les deux, on n'avait pas forcément envie d'être en couple, en relation. Les deux, en fait, on avait le projet de vraiment faire des choses qui nous faisaient du bien, de vivre pour nous. On avait les deux prévu de voyager, de changer. Et on s'est rencontrés. On avait tous les deux ces envies-là. Donc, assez rapidement, en fait, dès qu'on s'est rencontrés, on s'est dit, mais pourquoi pas aller vivre à l'étranger? Parce que c'est vrai qu'on ne l'avait jamais fait. Moi, j'ai toujours voulu faire même une année sabbatique, mais à chaque fois, je me disais non, mais là, j'ai mes études. Ensuite, j'ai fait un concours pour être acceptée dans mon bachelor et j'ai réussi. Donc, je me suis dit non, mais je ne peux pas renoncer. Donc, toujours repoussé. Et assez rapidement, quand on s'est rencontrés, on s'est dit mais pourquoi pas aller vivre quelque temps à l'étranger? Donc là, on va le raconter très rapidement, mais on a quand même beaucoup réfléchi. Enfin, non, on a peu réfléchi, mais après, on a dû beaucoup se convaincre de passer le cap. Et justement, on a réfléchi à des destinations qui nous faisaient envie et tous les deux, on était très attirés, sans trop savoir pourquoi, par la ville donc, de Cape Town en Afrique du Sud. Et tous les deux, on s'est mis d'accord sur cette destination et on s'est dit, OK, on met une date et on s'est dit, en septembre 2019, et c'était en 2018, mais on s'est dit en septembre 2019, on part à Cape Town, on prend le billet d'avion et on regarde ce qui se passe. Quoi. Ouais. Non, c'est tout à fait ça. Et je pense que c'est ça qui a été le premier élément de notre vie d'entrepreneur qui a suivi et qu'on partage souvent, c'est en fait de prendre la décision. C'est vrai que après 3 semaines qu'on s'est rencontrés, on a décidé de partir en Afrique du Sud, mais on était complètement engagés dans cette décision-là et on a dit on pose la date et à cette date-là, on sera parti, on sera dans l'avion et on est OK avec cette décision. Et donc du coup, tout ce qui s'est passé, toute l'année qui s'est passée, on était focus sur cette idée-là, on était obsédés par cette idée-là. C'est important ça. Ouais, vraiment d'avoir cette vision, cette foi en ce voyage, en cette nouvelle vie, en cette transformation. Et c'est ce qui nous a permis de partir, en fait, parce que souvent, on a l'envie, on a des envies, on a des rêves, et malheureusement, on ne passe pas à l'action. Mais simplement, pour nous, ce qui a fait la grande différence, c'est de poser la date et de se dire, maintenant, on a posé la date, les billets d'avion sont pris, donc on n'a pas le choix, on sera dans l'avion, et maintenant, excellent. On fait le tout pour partir, quoi. C'est important, le thème de l'engagement. Justement, vous parlez aussi dans vos coachings, il me semble, de comment réussir en couple, comment entreprendre. Donc là, vous amenez quelque chose de nouveau, de dire que votre rencontre n'a rien empêché, au contraire. Vous êtes nourris l'un de l'autre. Oui, non, c'est vrai que dès le moment qu'on s'est rencontrés, on s'est dit on va pas faire de concessions sur ce qu'on a vraiment envie de faire, on va pas faire de sacrifices pour l'autre. Donc, tant que ça marche, tant qu'on est aligné, on reste ensemble. Et puis, ça fait plusieurs années. Mais oui, l'engagement est vraiment de se dire que c'était vraiment un désir profond. On s'est dit on va le faire. Et bien sûr, après, il y a des obstacles, entre guillemets. On se dit non, mais attends, c'est pas le bon moment. Financièrement, comment on va faire? Moi, je venais d'être engagée dans un nouveau travail. Toi aussi, justement, tu étais arrivé à Zurich pour continuer ton master. Donc, il y a toujours des bonnes raisons de ne pas le faire. Mais finalement, quand tu as vraiment envie, tu trouves toujours le moyen et tu te bouges un peu pour le faire malgré les peurs, quoi. Oui. J'ai encore 2 questions sur votre vie privée. On passe simplement, justement, comment vous jonglez de vie privée à vos projets? Est-ce que vous en parlez le soir? Est-ce que vous vous dites, ah non, à partir de telle heure, on se détend, on ne parle plus du travail? Ou finalement, est-ce que ce n'est pas du tout un stress, votre travail, et ça fait partie intégrante de votre vie privée, de votre personnalité? Je pense que le point là, je pense qu'il n'y a pas de juste ou de faux dans ce genre de choses. Ce qui nous marche et fonctionne pour nous, c'est vraiment une communication la plus honnête possible. Parce que oui, il y a des moments où on parle tout le temps, on fait pas de séparation entre le travail, notre vie privée, la communication et autres. Il y a des moments où on ressent plus le besoin de peut-être couper à un moment donné, de plus parler et simplement de s'en parler, de se dire honnêtement, ok, aujourd'hui c'était plutôt long,
donc on n'en parle plus. D'accord. Ou ok, voilà, on est tellement dans le truc, on est là et on continue d'en parler. Et je pense que le plus important dans ce genre de situation, c'est simplement communiquer honnêtement ce qu'on ressent, comment on veut le faire et essayer de partager au mieux ce qu'on veut à l'instant T en fait. Oui, c'est ça. Et plus que le travail ou pas le travail, enfin, pour tout dans notre vie, on s'engage à ce qu'on se dise tout et que s'il y a quelque chose qui ne convient pas, que ce soit en lien avec le travail ou autre chose, on le dit. Donc du coup, ça amène une légèreté parce qu'on n'a jamais peur d'embêter l'autre ou de le déranger ou de dire « j'aurais pas dû dire ça ». On se dit et après on prend la responsabilité de dire à l'autre. Et aussi, comme tu l'as dit, on aime tellement ça que c'est pas non plus... C'est vrai qu'avant, quand on était salarié, des fois on se plaignait beaucoup du travail, on avait besoin que ça sorte. Vivement le week-end. Et ouais, voilà, le vendredi, après le dimanche soir, on est triste et tout. Alors que là, on est passionné. C'est juste des fois, on se dit non mais on parle que de ça, mais en fait, on adore. Donc, on le vit pleinement. C'est donc ça. on n'a pas Vous avez une relation affective à vos entreprises? Vous les chouchoutez, chérissez? C'est une bonne question. Merci. Mais je pense que oui, quand même, il y a une relation affective qui se lie, qui se crée avec nos entreprises. Mais après, je pense qu'on a aussi travaillé justement, à travers l'état d'esprit, la vision des choses, à pas non plus être dépendant de son entreprise. Donc, il y a une relation, on peut même parler de relation d'amour avec son entreprise, mais il n'y a pas une relation de dépendance. D'accord. Et je pense que c'est ce qui est important pour moi de faire la distinction ici, c'est que je ne me sens pas dépendant de mon entreprise, mais je l'aime comme si c'était un enfant et j'apprends à la voir grandir et à la voir se développer et c'est ce qui me plaît en fait. Oui, non, c'est exactement ça, pas de dépendance. On a appris aussi à pas s'attacher aux résultats, au chiffre d'affaires, etc. pour que on se sente toujours bien et après tout ce qui se passe avec l'entreprise, c'est un bonus, mais voilà, comme tu l'as dit, qu'on n'est pas dans une dépendance non plus. Très intéressant. Je voudrais parler un petit peu de la partie digitale, puisque ce que vous proposez, c'est du e-commerce, c'est du coaching en ligne. Voilà, vous êtes basé à Zurich, vous parlez français, anglais, allemand, je ne sais pas. Donc finalement, comment vous touchez vos clients? Comment vous êtes arrivé à vous développer tellement du côté digital? Est-ce que la crise Corona vous a aidé ou pas? Oui, alors c'est vrai que le digital, franchement, on voit énormément d'avantages, surtout que nous, du coup, c'est pendant notre séjour en Afrique du Sud où on pensait vraiment se laisser aller, se reposer. Donc c'est vrai que le premier mois, on s'est beaucoup reposé, puis après on s'est dit non mais on a trop d'idées, trop de projets. Moi, j'ai lancé mon blog, toi, tu avais commencé à étudier un peu le e-commerce, et on s'est dit il y a tellement d'opportunités. Et vu qu'on n'avait plus rien en Suisse, plus rien qui nous attendait, on s'est dit mais il faut qu'on le fasse en ligne parce que on se voyait pas non plus, on ne pouvait pas à cause du visa rester toute notre vie en Afrique du Sud, donc on s'est dit autant utiliser le digital et le faire en français parce que c'est notre langue maternelle pour commencer. Donc oui, le digital nous a permis de lancer nos entreprises. Moi je trouve que c'est vraiment une opportunité incroyable et justement c'est vrai que on est revenu en Suisse au début du confinement. Quand le confinement a été annoncé en Suisse, à ce moment-là, on était à Londres, mais on a décidé de rentrer parce que on ne savait pas trop. Je dois vous demander pourquoi Zurich. Donc. Oui. Oui, alors pourquoi Zurich? C'est vrai que Forrester, pour son master, y était déjà. D'accord. Donc c'est vrai que moi, je venais tous les week-ends et qu'on adore cette ville, en fait. Même si, au moment où on a décidé de revenir à Zurich, on n'avait plus rien. Pas d'appartement, rien. Et c'est simplement, en fait, parce qu'on aimait cette ville. Ouais, non, je pense que c'était aussi le caractère international. Le voyage en Afrique du Sud a tellement été dépaysant pour nous, mais dans le bon sens du terme. Ça nous a vraiment coupé avec l'environnement qu'on connaît jusqu'à maintenant. Ça nous a aidé à nous découvrir, nous, vraiment, d'être dans un environnement qu'on ne connaît pas. Et le fait de revenir en Suisse, c'était peut-être revenir à quelque chose qu'on connaissait, mais du coup, de le faire à Zurich, ça gardait ce caractère un peu inconnu, ou un caractère très international, où on ne connaît pas beaucoup de monde, donc il y a encore ce travail de développement à vous faire. Aimez les challenges, hein? Ouais, non, vraiment, je crois que oui, inconsciemment, oui, on recherche ça, c'est ce qui nous fait avancer. Non, l'avantage, c'est que vous arrivez sur un terrain nu, en tout cas, personne ne vous connaît, vous construisez quelque chose de nouveau. Oui. Il y a tout à faire. C'est vrai qu'on a ce besoin, même si on aime nos familles, mais on avait besoin d'être vraiment, continuer cette parenthèse qu'on avait eue en Afrique du Sud, où on n'était que tous les deux, on pouvait vraiment travailler aussi sur nous, nos conditionnements. Donc c'est vrai qu'on voulait continuer
le voyage en fait, parce que finalement il s'est jamais terminé. L'Afrique du Sud c'était le départ et puis on a continué cette vie et du coup le digital était un bon moyen pour nous parce qu'on s'est toujours dit on veut pas être dépendant d'un endroit si on a envie de... Même on aimerait bien vivre peut-être 3 mois par année en Afrique du Sud, le digital le permet complètement. Et du coup, le Covid n'a pas été un frein pour nous parce qu'au contraire, pour le e-commerce, c'est différent parce que voilà, des fois, il y a des notions de livraison, etc. D'importation, j'imagine, oui. Aussi, mais sinon, pour tout ce qui est coaching, reconversion, entrepreneuriat, c'est vrai que en tout cas, moi, avec mon activité dont on parlera après, il y a beaucoup de femmes qui ont décidé de se lancer à ce moment-là. Donc, c'est vrai que oui, c'était une opportunité aussi. Ah oui, on en reparle pour sûr. Je reviens sur l'Afrique du Sud. J'imagine que c'est ça qui a inspiré un petit peu votre aventure Cider. Est-ce que vous pouvez nous le pitcher rapidement? Alors oui, clairement, c'est l'Afrique du Sud qui a été le début de tout. Ça nous a inspiré pour l'entrepreneuriat. Et ensuite, ça nous a inspiré pour les bouteilles. Donc, Cider Bottle, une entreprise de bouteilles isothermes au design africain, donc ce fameux design Africa Print, qui est clairement inspiré de l'Afrique. Et on a décidé de se lancer en lien avec l'Afrique du Sud parce qu'on a découvert sur place une association, Ikamba Labuntu, qui est une association qui aide les personnes dans les quartiers défavorisés de Cape Town. Et on s'est rendu compte qu'on voulait vraiment, nous, apporter notre pierre à l'édifice, qu'on voulait aider, impacter d'une manière et d'une autre, mais que c'était finalement assez, pour nous, au moment, assez limité de le faire simplement avec un simple don. On aurait pu faire un don direct, mais on s'est dit, c'est tellement dommage parce qu'on est là, on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, et en fait, l'entrepreneuriat nous permet d'avoir un impact tellement plus grand que juste nous. C'est comme si nos entreprises étaient un peu une extension de nous, un levier supplémentaire pour nous. Donc, on s'est dit, avec notre entreprise, au lieu de donner juste une fois un don, on peut créer une entreprise dont les ventes pourront bénéficier de manière sur le long terme pour l'association. Et ça a été comme ça un cheminement. On a réfléchi à quel produit, quelle typologie de design, et ça s'est un peu goupillé comme ça. Donc, pour être clair, vous avez un pourcentage qui est reversé à cette association? Ouais, on reverse 5 francs par bouteille vendue directement à l'association. Moi, je mettrai des visuels aussi sur la version YouTube, qu'on voit vos jolies bouteilles, et puis on peut vous trouver sur les réseaux, de toute manière. Et vous continuez vraiment à développer ça? Vous sortez aussi des nouveaux modèles? Alors, comment ça a été accueilli? Alors, très bien. Du coup, on est revenu en Suisse et on a lancé une campagne de crowdfunding, en fait, pour le financement. Et ça a été très bien accueilli, en fait. On a réussi à créer une communauté autour de cette campagne. Les gens ont découvert les bouteilles, ont adoré le concept, ont adoré le caractère très, je dirais, novateur, très frais, en fait, des designs des bouteilles. Et ça nous a permis de créer cette communauté. On a lancé la production fin de l'année dernière et on a lancé la boutique, en fait, finalement, en début de cette année. Donc, on prend le temps d'avoir une première année de vision, voir comment ça s'est passé au niveau de nos chiffres, au niveau de tout ça, avant de se lancer avec une nouvelle collection sur l'année prochaine. Je vois. Donc, on est finalement... diversifié, peut-être. Exactement. Donc, finalement, on est encore très... c'est encore une nouvelle aventure, quoi. Vraiment, on a commencé véritablement cette année. Mais c'est que du bonheur. Ouais. Oui, et puis voilà, dans le partage, c'est vraiment aligné aussi ce que tu as dit, l'idée de générer, de ne pas faire simplement quelque chose de ponctuel, mais de rester sur la longueur et la croissance. Je vous suis, hein. Bon, on va parler justement de vos programmes de coaching. Je voulais savoir si ça venait de l'expérience de Cider, mais du coup, je comprends que c'est plus global que ça. Ça va plus loin que ça, clairement. Ouais, tout a été lié. C'est vrai qu'on a développé en même temps finalement Cider et le coaching. Donc on pouvait avoir l'expérience à la fois avec vendre des produits, vendre des services et toutes les compétences qu'on développe dans les deux activités se rejoignent, quoi. Tout s'est fait quand même en parallèle. Parce qu'on aime ça et on est un peu multipotentiel aussi. Donc on a besoin de varier ce qu'on fait, quoi. Oui. Alors on va parler de manifestation. Vous l'appelez manifestation x2 puissance 2. Ah, d'accord. Très bien. Vous parlez d'entrepreneurs conscients. Je voulais demander ce que ça voulait dire et puis aussi comment se déroulent vos coachings. Alors oui, c'est vrai que donc, manifestation puissance 2, finalement, c'est notre activité la plus récente parce que du coup, on a lancé Cider, on a lancé chacun nos activités de coach individuellement parce qu'on s'est découvert une passion pour ça, ce qu'on ne connaissait pas du tout.
avant d'être entrepreneur, pour moi, un coach, j'avais beaucoup d'idées reçues. Je me disais, c'est pas certifié, il faut des diplômes, machin. J'avais beaucoup, beaucoup de croyances. On est devenu entrepreneur, on s'est rendu compte que malgré toutes nos compétences, malgré tous nos diplômes et notre intelligence, on avait besoin d'être soutenu, d'être aidé et de travailler sur nous. Clairement. Donc, on s'est fait coacher et c'est comme ça qu'on est devenu coach. Et du coup, suite à mon activité à moi, l'activité de Forester et Sider, on s'est dit, mais on aime tellement être ensemble, on aime tellement travailler ensemble et surtout qu'on on se coach mutuellement, on a vraiment une vie, justement, comme on le dit tout le temps, en conscience, parce que c'est vraiment la conscience qui a tout changé pour nous. Au-delà de l'entrepreneuriat, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de savoir pourquoi on fait les choses et que ça ait du sens. Et on refuse de se sentir enfermé dans nos entreprises ou tu trouves une technique qui marche et tu te dis en gros, je reste 20 ans là-dedans et je bouge pas. Alors finalement, ça peut redevenir comme un job de salarié. Donc, pourquoi entrepreneur conscient ? C'est simplement parce que nous, des entrepreneurs, il y en a 1000, il y a 1001 façons d'entreprendre, mais nous, ce qui nous touche le plus et ce qui a le plus transformé nos vies, c'est de le faire en conscience. C'est pourquoi je fais ça, comment je me sens quand je le fais, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est juste pour moi, est-ce que c'est pour me prouver quelque chose à propos de moi, est-ce que c'est pour avoir une sorte de revanche sur la vie ou est-ce que c'est pour me faire du bien et en même temps en impactant la vie des autres. Donc cette notion de conscience, c'est vraiment une valeur phare de nos vies, j'ai envie de dire. Ouais, non, je pense que c'est même, on pourrait dire même au cœur un peu finalement même au cœur de nos activités, de toutes nos activités. Ce qu'on aime dire, ce que j'aime dire, c'est qu'on voit l'entrepreneuriat comme le plus bel outil de développement personnel. Parce que l'entrepreneuriat nous pousse, en tout cas comme nous on l'a vécu, mais comme je le vois au travers de nos clients ou des personnes autour de nous pousse à faire sortir de nous des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Je passe simplement le fait de se lancer, les gens qui ont peur de vendre. Qu'est-ce que ça veut dire de nous si on a un échec, la réussite, toutes ces notions-là finalement que l'entrepreneuriat nous pousse en fait à faire ressortir est un élément extraordinaire. Et ça ne fonctionne pas si on ne le fait pas en conscience. C'est-à-dire que finalement, si j'ai un client qui me dit non et que je ne comprends pas, que je ne sais pas de comprendre finalement qu'est-ce qui me touche dans ce non-là, est-ce que j'ai une mauvaise image de moi ? Est-ce que je me dévalorise ou est-ce que j'arrive à prendre conscience que c'est simplement un non, que c'est le client qui n'était pas prêt à ce moment-là ? Ça nous aide en fait à grandir et ce que je trouve beau, c'est que on s'élève au travers de nos entreprises et nos entreprises nous aident à s'élever de manière personnelle. Et c'est une vision qu'on voit pas, moi que je connaissais pas du tout l'entrepreneuriat. Vous avez beaucoup de chance de l'avoir trouvé, cette vision, et de le vivre en fait. Je vous souhaite que ça dure parce que entendre des gens tellement heureux de travailler, d'avancer. Oui, j'imagine que du coup pour le coaching ça se ressent et vous prenez les gens aussi dans cette énergie-là. Et c'était ça le but ensuite quand on a créé Manifestation, c'est de dire on a cette vision-là, ça marche tellement bien pour nous et on aime tellement travailler ensemble, pourquoi pas le proposer aux gens en fait ? Pourquoi ne pas proposer nos deux énergies, notre vision, et on le fait au travers de Manifestation qui est finalement un programme sur l'année. On a des ateliers sur des thématiques précises, la vision, l'intelligence émotionnelle, la stratégie d'entreprise, l'argent, la relation qu'on a à l'argent. Donc on anime comme ça chaque mois des ateliers par rapport à ces thématiques-là. Et il y a des sessions de coaching qui sont possibles dans le programme, ou alors on peut nous coacher sur le long terme des personnes qui veulent les coacher par rapport à leur entreprise, où là on coach à deux. Oui, justement, je voulais qu'on parle un peu de Emma Anna et Lumena. Donc si j'ai bien compris, Emma Anna, c'est toi Magali, c'est plutôt pour les femmes. Oui. Et du coup, toi, tu t'occupes des messieurs, des leaders. D'une certaine manière, exactement, oui. Vous êtes plus à l'aise comme ça ? On se comprend mieux, on a des visions différentes de l'entrepreneuriat. Je ne vais pas poser de questions pièges, mais je voulais savoir comment vous faites les choses en conscience. C'est un questionnement continu qu'on a en ce moment. Alors, c'est d'une certaine manière, je réfléchis avant de dire ça le plus juste possible. Je pense pas qu'on a des visions différentes. Je pense que l'approche est quelque peu différente. Et
ce que j'ai pu constater dans l'entrepreneuriat et le coaching pour les hommes, c'est que la notion même d'émotion et de ressenti est quelque chose de finalement assez tabou, même si elle est présente, parce que c'est propre à tous. Il n'y a pas de distinction qui est faite par rapport à ça. Mais l'approche de la manière qui est faite de l'entrepreneuriat est quelque chose quand même qui est assez différente. Et moi, ce que je veux, c'est mettre en lumière le potentiel des gens à travers leur capacité à ressentir, à exprimer leurs émotions et apprendre à ce que cette capacité-là est finalement une compétence. Parce que l'émotion est devenue, de par la connotation qu'on a, un élément presque tabou, j'ai l'impression, pour les hommes. Quelque chose qui est vu comme quelque chose d'un aveu de faiblesse ou d'une irréalité. Alors que moi, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est finalement une compétence qu'on peut mettre au service de son entreprise. Et dès le moment où on acquiert cette compétence, finalement, on est dans l'exploitation de son plein potentiel, de cette partie de nous qu'on a voulu mettre de côté, qu'on n'osait pas, qu'on n'a pas appris en fait. Voilà, la société nous a pas appris à exploiter. Et dès le moment où je suis OK avec cette partie-là, que je suis OK de l'exploiter, je suis capable d'exploiter tout mon potentiel et du coup de le mettre au service de mon entreprise et de l'impact que je veux avoir. Et je trouve que c'est beau et que c'est tellement puissant l'impact qu'on a dès le moment où on est pleinement nous. En fait. C'est super intéressant finalement, tu donnes à ces hommes un côté pas plus féminin parce que ça peut être péjoratif malheureusement, malheureusement ouais. Dans l'entrepreneuriat, mais oui justement plus sensible et d'être plus connecté dans une globalité. Et toi j'imagine que du coup tu renforces les femmes en disant justement vous avez le droit, ne soyez pas dans le syndrome de l'imposteur, on peut parler d'argent même quand on est une femme, c'est quand même, je sais que c'est un sujet aussi pour moi. Donc Oui, c'est vrai que c'est pas que je me suis dit je veux que accompagner des femmes et pas les hommes, pas du tout. C'est juste quand j'ai commencé à mettre en place ma communication, j'avais tellement de choses que j'avais vécues moi et que beaucoup de femmes pouvaient s'y retrouver. Et c'est vrai que aussi même les réseaux sociaux, par exemple Instagram, c'est une communauté exclusivement féminine. Donc voilà, un peu naturellement, c'est des femmes qui sont venues à moi. Mais si un jour il y a des hommes, je vais jamais leur fermer la porte. Mais par contre, je mets en place parfois des espaces. Par exemple, j'ai un groupe Facebook où là je le réserve quand même aux femmes sans exclure les hommes, mais parce que des fois les femmes ont besoin de se retrouver entre elles comme un sentiment de sécurité, mais justement pour donner aux femmes aussi des outils de se dire finalement on s'en fiche homme, femme, mais juste se sentir forte, se sentir puissante, assumer, de créer de l'argent aussi dans un monde où le monde du travail est aussi exclusivement construit sur une énergie masculine. Je dis pas forcément homme-femme, mais même il y a des femmes, et même moi, j'ai une très forte énergie masculine où c'est beaucoup, il faut faire, il faut produire, j'aurai des résultats si je fais, si je fais beaucoup d'heures, c'est bien, alors que ce côté beaucoup plus intuitif, justement. Forrester, tu parlais d'émotion, mais peut-être que pour des gens qui nous écoutent, ils se disent, mais c'est quoi le lien entre émotion et entrepreneuriat? Mais finalement, on est des êtres émotionnels, on a beaucoup de challenges dans l'entrepreneuriat, des problèmes, des imprévus, donc nos émotions sont vraiment des outils. Donc vraiment se reconnecter à équilibrer ce côté entre il faut faire, il faut produire, il faut faire de la stratégie, mais il faut aussi se laisser être et s'écouter. Et c'est vraiment un subtil équilibre qu'on essaie de transmettre à des clients, hommes ou femmes. Et comment ça se passe du coup vos coachings? On vous contacte, ça se passe à distance? C'est combien de temps? Quelle formule proposez-vous? Alors donc pour l'activité que j'ai toute seule, Emana, donc c'est essentiellement à distance, même si maintenant je commence un petit peu, avec la situation qui le permet aussi, aussi à élargir mon réseau sur Zurich. Donc c'est vrai que si une fois j'ai l'occasion de faire des séances en vrai, ça peut être cool aussi. Mais pour moi, les séances pour l'instant se passent sur Zoom. Et puis j'ai différentes formes d'accompagnement. J'ai des accompagnements individuels où, par exemple, pour une entrepreneur en reconversion qui veut se lancer, on va se voir sur peut-être 6 mois minimum parce que ça nécessite quand même du temps. Pour des entrepreneurs déjà lancés mais qui finalement ne se sentent pas complètement libres, pas épanouis, on peut se voir peut-être sur 3 mois de façon plus intense et ensuite prolongée. Et là, maintenant, je suis en train de lancer aussi une sorte de mentoring où j'accompagnerai vraiment certaines femmes, par exemple, sur toute une année pour vraiment mettre en place un projet de A à Z. Donc voilà, rencontre en individuel. J'ai aussi des programmes de groupe parce que le groupe aussi est parfois vraiment une valeur ajoutée
quand on se lance dans l'entrepreneuriat, j'ai beaucoup de clientes qui se sentent seules, qui n'ont pas forcément l'environnement où on les encourage là-dedans. Elles se sentent c'est seules. typique. Hein. Moi, justement, les gens que je reçois, ou en tout cas les retours que j'ai, c'est justement aussi souvent des épouses, mais ça peut être aussi des hommes qui, en arrivant ici, ont besoin de se réinventer, justement, n'ont pas d'appui et surtout, ils ne connaissent pas le terrain, tu vois, la géographie entrepreneuriale suisse. Justement, comment faire un crowdfunding et pourquoi et la légitimité. Et moi, je suis qu'une Française. Ouais, donc, ils peuvent vraiment vous contacter, ces gens-là. Oui, voilà. En groupe, en individuel, je crée vraiment avec Emana au fur et à mesure de mes idées, de mon intuition. Je lance des programmes, que ce soit des masterminds, des groupes, des ateliers. Et voilà, les gens peuvent rejoindre si ça leur parle. Et puis moi, j'invite vraiment les gens à venir vers moi. Je ne suis pas quelqu'un qui... Voilà, il y a certaines stratégies marketing qui ne me conviennent pas. Donc, j'invite plutôt les gens à découvrir mon univers. Et s'ils sont réceptifs... à venir, quoi. Donc, rien d'agressif. Non. Mais il y en a pour qui ça fonctionne très bien, mais moi, j'arrive pas à faire comme ça. Et pour toi? Pour moi, c'est sensiblement la même chose, sauf que moi, j'ai pas plusieurs programmes. J'ai un programme qui est, en fait, un programme que je considère de leadership. Parce que contrairement peut-être à tes clientes, à toi, les personnes que j'accompagne sont déjà lancées. Ont eu des stratégies, ont eu déjà des résultats dans leur entreprise, ont toujours eu cette vision très, comme tu l'as dit, masculine. Je fonce, je vais y arriver, je sais. Et cette façon de faire procure des résultats, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est peut-être des personnes qui se sont jamais considérées comme leaders, ou n'ont jamais pris conscience de l'impact finalement qu'ils ont au travers de l'entreprise, ou qui cherchent à avoir finalement plus de sens dans leur entreprise, dans l'impact, dans leur vision, aussi dans leur vie privée, dans la balance qu'ils peuvent avoir avec leur vie privée, parce que finalement, oui, on peut être un entrepreneur à succès, tout réussir au niveau de l'entreprise et pas se retrouver au niveau personnel. Et finalement, est-ce que ça vaut vraiment la peine sur le long terme d'avoir cette réussite professionnelle si dans le privé, ça suit pas, et que finalement, on a beaucoup d'icônes d'entrepreneurs à succès, mais que petit à petit, les entrepreneurs prennent conscience que ce n'est pas juste une question de réussite, ce n'est pas juste une question d'argent, même si c'est important, même si je ne serai jamais du genre à dire que l'argent, ça compte pas, parce que dans l'entrepreneuriat, une entreprise est là pour faire des bénéfices, pour faire du chiffre, mais qui peut avoir quelque chose qui va au-delà de ça. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une approche, comme on l'a souvent dit, une approche consciente de l'entreprise, de l'impact et finalement de qui je suis quand je suis pas cet entrepreneur-là, qui je suis quand je suis pas cette personne qui veut absolument être dans la compétition, dans la performance, et comment prendre conscience de cette personne-là peut aider mon entreprise, comment elle peut me permettre d'évoluer à mon entreprise, comment elle peut me permettre d'avoir un vrai, je veux dire, impact, parce que comme je le considère et comme je le vois, l'impact est une notion de connexion, une notion de connexion avec les gens. Je ne peux pas avoir d'impact sur une personne si je n'ai pas une réelle connexion avec elle. Et la connexion, c'est quelque chose d'émotionnel. Et finalement, comment je peux réussir véritablement à connecter au niveau émotionnel avec une personne si je ne suis pas émotionnellement connecté à moi-même? Et beaucoup de gens, finalement, d'entrepreneurs, se coupent de leurs émotions parce qu'on leur dit que les émotions, il faut mettre de côté pour entreprendre. Mais finalement, on se coupe de l'authenticité, on se coupe de la vérité qui fait qui nous sommes, en fait. C'est tellement beau. Pardon de t'interrompre. Non, et c'est ce que j'essaie d'apporter de la manière la plus authentique, parce que j'ai fait ce travail pour moi et j'ai vu à quel point ça m'aide, à quel point je vis une expérience d'entrepreneur qui est tellement aboutie. C'est pas pour dire que j'ai la vie parfaite et autres. Non, on a des difficultés en tant qu'entrepreneur, on en aura toujours. Mais à quel point ça peut être bénéfique d'être vrai avec soi et l'impact qu'on peut avoir avec les autres dès le moment où on est connecté à soi. Et le fait d'en parler, de l'apprendre, et je vois en fait que les hommes sont intéressés par ça, n'osent pas le dire, mais sont intéressés. Donc moi, je n'ai pas de coaching de groupe, c'est vraiment quelque chose de très individuel sur 4 mois en ce moment, où voilà, on va développer ce potentiel émotionnel, ce potentiel de connexion à soi pour le mettre au service de l'entreprise. Quelle maturité à t'entendre parler, vraiment. J'imagine que c'est justement tout le développement personnel que vous avez fait, parce que c'était pas HEC ou... Non. Voilà, non. C'est incroyable, en dehors des sentiers battus et imaginables. Incroyable. Une petite question, justement, tant que j'y pense.
Quand on se développe beaucoup soi-même et qu'on prend du temps pour soi, est-ce que finalement, comme vous, on est plus alerte et plus capable d'aider les autres ? Est-ce que cette notion-là, elle vous parle ? Parce que vous avez ce côté très communautaire et très on veut aider. Et en même temps, même dans les posts, on voit vraiment penser à vous-même, prenez soin de vous. Ah oui. Alors ça, c'est vraiment une grande question, cette balance aussi. Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que nous, alors, avant d'entamer tout... Enfin, on dit toujours travail sur nous, mais c'est pas un travail, hein, c'est beau, c'est une belle approche. C'est plus un chemin d'introspection. J'ai l'impression que le plus on prend soin de nous, enfin le plus je prends soin de moi, le plus je m'écoute, le plus si je me dis non, là j'ai pas envie de travailler aujourd'hui, enfin là j'ai pas envie d'avoir plus que X clientes par mois, c'est pas parce que je suis égoïste, c'est au contraire plus je pense à moi et plus je vais pouvoir être pleinement disponible pour les autres. Parce que des fois, moi qui suis, j'ai toujours été quelqu'un de très sensible. Avant, j'ai souvent lutté contre ça. Je me disais, non, il faut que je sois forte pour être entrepreneur. Mais finalement, je me bloquais. Je cherchais à me prouver des choses avec mon entreprise. J'avais peur d'être rejetée, peur de ne pas être aimée, etc. Et le plus j'ai appris, moi, à m'aimer, à m'honorer, à me faire plaisir, plus je peux vraiment mettre de côté mon ego et me dire, ok, non, là, c'est juste une relation d'humain à humain. J'ai envie d'aider ces femmes. Mais si moi, je veux être une coach qui les aide. Alors, je dis pas du tout que je dois être parfaite, hein, comme on prend souvent l'exemple du coach, de l'entraîneur de foot. Ça peut être un excellent coach pour ses joueurs, mais ça veut pas dire que lui, il sera capable de faire le sprint. Donc, je suis pas parfaite. Par contre, si moi, je veux aider ces femmes à se sentir bien, à se sentir puissantes, à être heureuses quoi qu'il arrive, et à monter leur entreprise et à avoir du succès selon leur définition, il faut que moi, je sois capable de ressentir ça et de l'incarner. Donc, c'est vrai que le plus on fait ce travail sur nous, le plus on peut être vraiment disponible pour les autres et pas être dans le jugement, pas être en train d'essayer de se prouver quelque chose ou de montrer qu'on a un bon coach, mais vraiment d'être pleinement disponible pour l'humain qui est en face. Mais là, ça fait des grandes phrases très belles, mais c'est vraiment justement un travail en conscience qu'on fait franchement tous les jours. C'est clair. On passe notre temps à pas à analyser, mais à être observateur vraiment d'un point de vue de curiosité. Comment j'ai réagi, qu'est-ce qui se passait. Ce qui est beau, c'est que ça impacte l'entreprise, les résultats qu'on a, ça impacte notre couple, ça impacte la relation qu'on a avec nos familles, avec nos amis, enfin ça impacte notre santé. On se disait, mais c'est dingue, là, depuis qu'on fait ce qu'on aime, on est tellement en bonne santé, vous avez une énergie là. Vraiment, on respecte notre vrai rythme et du coup, voilà, c'est l'entrepreneuriat, mais ça a un impact sur tout. Quoi. Ouais, clairement. Et le risque qu'on pourrait entendre là, et c'est pas du tout le fait, c'est pas être égoïste. C'est parce que on parle d'être soi pour soi, nous, on pourrait croire qu'il y a une notion d'égoïsme, mais c'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment, plus je comprends qui je suis, plus je comprends la complexité de qui je suis, plus je peux comprendre les autres, en fait, et plus je peux aider. Parce que si je pars du principe que j'aide en pensant connaître les autres alors que je ne me connais pas, je pars sur des bases de spéculation, d'idées reçues. Exactement. Et je ne peux pas vraiment aider. Donc, je pense qu'on ne peut pas vraiment aider les gens tant qu'on ne s'aide pas et qu'on n'est pas capable de s'aider soi-même. Est-ce que vous êtes arrivé à éclairer des zones d'ombre que vous avez trouvées sur le chemin ? Énormément. Parce que j'imagine du coup... Énormément. Et on pourrait faire un podcast juste sur ça. D'accord. Donc, je ne vais pas m'emballer, mais énormément, que ce soit la relation à l'argent, que ce soit ma relation à ma famille, ma relation à moi. Moi, j'ai toujours voulu être footballeur et me rendre compte que être entrepreneur m'a aidé à véritablement passer ce cap. C'est la déception que j'ai pu avoir et retrouver un nouveau sens. La relation que j'ai avec ma famille, et là, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais même ma relation en tant qu'homme noir en Suisse, la notion de conditionnement, la notion de stéréotype, la notion de croyance limitante. Si tu veux en parler, tu peux aussi, parce que peut-être que ça vaut le coup toucher un mot. Je vais pas m'étaler dessus, mais simplement de prendre conscience que on est fait, et c'est l'entrepreneuriat qui m'a fait prendre conscience de ça, qu'on est fait de croyances limitantes, de conditionnement, de choses qu'on nous a répétées, et qu'on ne fait plus la distinction entre ce qui est croyance et ce qui est vrai pour nous. Et dès le moment où tu prends conscience de ça, tu dis, alors, chaque fois que j'ai une pensée,
s'il est possible que cette pensée soit un conditionnement. Chaque fois que je crois ça, est-ce que je crois vraiment ce que je vois, ce que je pense, est-ce que c'est vrai pour moi? Et donc, moi, ce qui mène, c'est dès le moment où je dis, je crois que, c'est-à-dire que c'est une croyance. Et donc, du coup, je me dis, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment toujours vrai pour moi? Et ça permet de dégager un nombre de croyances limitantes qui sont énormes et qu'on a tous les jours à chaque moment, en fait. Est-ce que vous avez gardé des croyances réconfortantes, par contre? Aussi. Oui, voilà, Ça, on les garde. on Ouais. a essayé d'avoir de nouvelles croyances, D'accord. de décider en fait ce qu'on veut croire vrai et ce qui nous pousse, parce que finalement il n'y a pas de vérité, enfin chacun a sa vérité, chacun a son filtre, donc nous on s'est créé notre filtre à nous. Parfois on nous dit mais vous vivez dans un monde idéal, mais justement comme tu disais avant, ce travail de l'ombre, entre guillemets, c'est vrai que oui, et c'est même un terme aussi très à la mode, aussi en anglais, shadow work. Ah oui, d'accord, ça. je sais pas. Vraiment, c'est un truc, mais c'est vrai que nous, on va constamment explorer nos zones d'ombre parce qu'on en a, et le tout, c'est de réussir à jouer avec ça. C'est pas non plus être constamment en train de contrôler, s'analyser, contrôler, Torturer, juste accueillir, ok, j'ai eu des blessures, j'ai eu des conditionnements, j'ai cru que j'ai manqué d'amour à un certain moment, donc je me comporte comme ça, mais sans tomber dans une psychanalyse, un jeu, de le faire dans le jeu, dans la légèreté. Maintenant, on en rit, des fois on se dit non mais là des fois tu as envie d'être un peu têtu, de dire non mais là vraiment c'est pas juste, de se mettre un peu en victime aussi, et on en rigole. Mais oui, de faire ce travail, et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat on voit beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, waouh, alors telle entreprise, j'ai franchi le palier des 100 000, des 500 000, et c'est super, il faut célébrer. On voit, voilà, j'attire des clients de façon fluide, c'est magnifique, mais ce qu'on oublie, c'est tous les moments en dessous de l'iceberg où ça va pas, où tu pleures, où tu doutes, où tu as peur, où tu te rends compte de certaines choses, où tu t'éloignes de certains amis. Donc voilà, pas non plus croire que tout ce qu'on voit, c'est le monde parfait. Quoi. Vous n'avez jamais pensé à abandonner, à reprendre le chemin du bureau Non, super. Tu vois, vraiment, c'est... Non, je pense que... Alors, jamais, non, ce serait faux de dire jamais. Est-ce que l'idée m'a déjà traversé l'esprit, mais quand tu y réfléchis vraiment, non. Finalement, non. On a eu peur de devoir retourner. Mais moi, c'était physiquement impossible. Je sais que de toute façon, mon corps, il voudra pas. Donc, il y aura... Ah oui, d'accord. Je sais pas ce qu'ils t'ont fait en diététique. Non, si vous m'écoutez... Non, mais j'ai toujours... Le pire, c'est que j'ai toujours eu du plaisir dans mon travail. Je me suis toujours contentée de ce que j'avais. Je voyais tout le temps le positif. J'étais dans la gratitude. C'est juste que je me disais, mais est-ce que c'est vraiment ça, mon impact sur le monde, et travailler 8 heures par jour, enfin... Voilà, donc vraiment, on vous souhaite beaucoup de succès. Je voulais vous demander en fait quel est le statut, comment c'est reconnu votre activité, parce qu'on sait que la Suisse est une des championnes justement de la formation continue, des passerelles, des adultes qui évoluent dans leur entreprise, qui prennent des petites formations de droite à gauche. Simplement, est-ce que vous pourriez inscrire tout ça dans un cadre qui est présenté de manière plus administrative ou... On s'est même pas posé la question, en fait, tellement même nos clients, parce qu'on a des clients en Suisse, en France, en Belgique, mais on nous a jamais posé la question. Donc, sincèrement, on s'y est pas encore penché dessus, parce qu'on a vu aussi la plus-value d'investir en soi et de se faire plaisir aussi en s'offrant un coaching sans forcément que ce soit l'État qui nous rembourse, etc. Donc non, là, on n'a pas parce qu'en France, il y a le CPF qui est remboursé, les formations. Bon, voilà, moi. On n'a pas peut-être une autre piste. Non, c'est vrai. On n'a pas d'équivalent. Non, on n'a pas d'équivalent. Magali, je voulais te poser une question sur le terme d'abondance que tu utilises, qui résonne aussi beaucoup en moi. Voilà, c'est quand je souhaite un bon anniversaire à quelqu'un, je vais dire avec beaucoup d'abondance, ça revient systématiquement. Je voulais savoir comment tu voyais ça en entreprise et pas justement comme voilà un souhait ou une bienveillance ou une prière presque. Alors oui, c'est vrai que l'abondance, c'est un terme qu'on entend souvent dans le développement personnel, voire spirituel, peu importe nos croyances. Peut-être que ceux qui nous écoutent ont déjà entendu parler aussi de la loi de l'attraction, où finalement, plus je me sens bien, plus je vais attirer du positif. Ça, c'est vraiment un gros résumé schématique, mais bref, on ne va pas en parler. L'abondance, pour moi, c'est vraiment se reconnecter en fait à qui on est. Pour moi, je suis convaincue, peu importe nos croyances, religions ou autres, qu'on est venu sur Terre pour faire quelque chose, qu'on a vraiment une mission. Alors, c'est pas forcément
être coach ou être boulanger, ça peut juste être voilà, d'éveiller les consciences, de diffuser de l'amour. Donc pour moi, l'abondance, c'est toute la richesse qui nous entoure. Alors oui, dans l'entreprise, on pense souvent à l'abondance financière et c'est une très bonne chose. Moi, je suis fascinée par le rapport à l'argent, l'état d'esprit lié à l'argent. On peut attirer l'abondance financière, mais finalement, l'abondance, elle est partout. Elle est là, on est ensemble, on prend le temps, on se sent bien, on a un toit sur la tête, on a à manger, de la nourriture en abondance, du plaisir. Donc, c'est cultiver cette abondance et se rendre compte de tout ce que j'ai déjà pour que mon entreprise m'apporte en fait encore plus, ce que j'aurais même pas imaginé. Mais ne pas attendre d'avoir les clients, d'avoir le chiffre d'affaires pour cultiver cet état d'abondance. Je sais pas si c'est clair. Ouais, je crois que c'est clair. En plus, vraiment, je pense que les auditeurs vont apprécier aussi. Voilà, t'as une voix cristalline, c'est tellement joli. Oui, ça passe du coup très bien avec le message. On en vient à la fin de l'interview. Alors, je sais que vous vous nourrissez aussi beaucoup de littérature. Enfin, je crois. Je sais pas si je peux utiliser encore le mot croire. De littérature, d'entrepreneuriat, de business, etc. Est-ce que vous voulez bien citer un ouvrage qui vous a vraiment fait une révélation que vous pouvez recommander aux auditeurs? Alors, je vais citer le premier ouvrage qui, moi, m'a vraiment ouvert les yeux sur ma manière de vivre aujourd'hui. C'est, si je ne dis pas bêtise, c'est Oser réussir, changer son état d'esprit du docteur Dweck. Et c'est vraiment un livre sur l'état d'esprit de croissance et sur la notion de potentialité. Et c'est en fait que tout est potentiel, et qu'on ne connaît pas en fait la finalité des choses, de ce qu'on croit, de ce qu'on peut faire. Et c'était un livre sur tout ce qui était la notion d'intelligence. On a toujours tendance à croire que notre intelligence est quelque chose de figé, ou que notre potentiel est quelque chose de figé, qu'on nous apprend à tu peux faire ça ou tu peux pas faire ça parce que tes compétences sont jusqu'à ce niveau-là. Et c'est un livre qui m'a changé ma vision des choses par rapport à l'état d'esprit, cette notion que tout est potentiel et que tout est croissance et qu'il faut simplement mettre le pas à l'étrier, commencer et voir ce qui se passe en fait. Très bien. Toi, Magali, tu as aussi... Alors oui, bon, c'est vrai qu'on a réfléchi à un livre pour les D'accord, c'est bien. mais si tu veux j'en passer ai à la plein, citation, j'en ai oui. plein. Bon, il faut te contacter, hein. Ouais. Et alors, tu donneras la bibliographie, c'est ça? Oui, voilà. Et si tu as une citation, du coup, que tu as prévue? Oui, c'est vrai qu'on y a réfléchi en préparant ce podcast. Et alors là, on n'a pas de citation en citant tel auteur. Mais disons une phrase qui vient de je ne sais qui et finalement qui peut être dite par tous, une phrase qui a tout changé pour nous et nos entreprises, c'est vraiment de se dire finalement, enfin tu peux la dire toi, Non, je trouve que tu dis bien. Maintenant, tu me prends à dépourvu, mais oui, c'est de dire, la question c'est pas comment faire, mais qui je suis quand je le fais. Et c'est parce que finalement, comment faire, comment se lancer dans l'entrepreneuriat, comment devenir entrepreneur, comment faire de l'argent, comment lancer n'importe quelle activité, sur Internet, on trouve. Mais qui je dois être pour passer à l'acte, c'est complètement différent. Qui je suis quand je suis entrepreneur, qui je suis quand je coach, qui je suis quand je crée une activité, c'est une question qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, plus puissante et beaucoup plus profonde pour toutes les personnes qui veulent se lancer en fait ou qui font n'importe quelle activité. Qui je suis quand je fais ce podcast, qui je suis quand je partage le moment qu'on est en train de partager, plutôt que comment me concentrer pour bien parler, pour faire ça. On voit la préparation mentale aussi du sportif. Non, Aussi, vraiment, ouais. c'est Ouais. excellent. Ouais. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Merci à toi. Vraiment, je vois aussi pourquoi le coaching compte même avant d'avoir le projet concret, peut-être. Oui. Voilà, c'est peut-être quelque chose à dire. Même si on n'a pas un projet défini, mais déjà, vous pouvez peut-être guider vers des voies après. Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai que des fois on se dit mais pourquoi on s'est pas fait coacher avant quand on était oui. salarié, que voilà. Et oui, le coaching vraiment, peu importe où ceux qui nous écoutent, peu importe où vous en êtes dans votre réflexion, que ce soit, j'ai des clientes qui disent ouais j'en suis à un stade embryonnaire, j'ai des clientes qui sont déjà lancées depuis 10 ans dans l'entrepreneuriat, peu importe où on en est, je pense que le coaching ça permet simplement d'avoir un espace neutre, bienveillant, stimulant et qui permet de voir des trucs que on ne s'autorise pas à voir dans la vie de tous les jours, dans le train-train, dans le stress, dans ma vie de maman, de papa, de travailleur. Et juste d'avoir cet espace avec un coach qui est là, qui va... Nous, on dit souvent qu'on tend le miroir pour que les gens voient en fait ce qui est en eux, voir les angles morts aussi. Donc oui,
peu importe le stade, franchement, le coaching, c'est la base. Super, merci encore. Merci Alors à toi. vraiment, pour moi, pour vous voir aussi, on voit que vous avez une vraie assise, une forme de puissance, de force et puis de persuasion aussi. Ça compte énormément. Voilà, de croire en ce Bien qu'on dit. sûr. Oui. Donc je pense que ça passera sur les ondes. Si vous aimez l'histoire et la vision de ce couple, n'hésitez pas à le leur dire, les contacter via les réseaux. Je mettrai tout en bio du podcast, aussi à liker sur YouTube, mettre des étoiles sur Apple Podcast. Donc merci Magali et Forrester. Moi je continue de vous suivre. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À Chers bientôt. auditeurs, merci de vos écoutes, de votre soutien. Petite nouveauté de mon côté aussi, j'en profite pour le mentionner. J'ai ajouté un onglet pour nous soutenir à mon site Franzine avec un lien PayPal. Et si le projet de ce média justement local, positif et d'échange vous plaît et que vous souhaitez que cela dure, vous savez quoi faire. À bientôt!